Ford. À l'intérieur, Carson's Catalog. Après un premier départ, Stylish Bayama est au 5e et is fifth. Le dopage est une pratique consistant à absorber des substances ou à utiliser des actes médicaux qui vont modifier l'organisme pendant un certain moment afin de renforcer, augmenter les performances physiques, voire mentales de l'individu. Tiens Jean. Tiens Alexandre, le saviez-tu? La loi interdisant la prise de produits dopants en France a été approuvée le 23 mars 1999. Les substances dopantes sont donc des produits interdits, voire illégaux, en compétition comme à l'entraînement. Tout à fait. La prise de produits dopants peut être repérée par une autre performance d'un athlète. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un athlète peut se doper. Il peut se doper pour battre un record, par exemple, ou éviter la pression des médias, l'influence de l'entourage, lutter contre la fatigue, augmenter sa masse musculaire, ou encore passer les sélections pour monter à un haut niveau. Mais Hugo, existerait-il d'autres raisons? Et oui Alexandre, il est aussi possible qu'un sportif se dope pour d'autres raisons. Par exemple pour une question d'argent. Un sportif n'ayant pas forcément de travail, donc pas de salaire. Donc, apprendre des produits dopants pour être meilleur dans son domaine. Et donc, avoir un revenu. Les sportifs peuvent se doper sans même le savoir, en prenant des bars ou des boissons énergisantes. Et oui, un individu peut être considéré comme dopé sans même le vouloir. Le dopage n'est pas utilisé que sur les sportifs, il est également utilisé sur les animaux, par exemple les chevaux. On va donc voir en quoi le dopage chez les chevaux est-il différent de chez l'homme. D'abord, on va voir le déroulement et les méthodes du contrôle antidopage. Pour ces méthodes, il existe plusieurs types de prélèvements pour le contrôle antidopage humain. En premier lieu, on a l'urine, qui est le plus répandu, habituel et réalisé par les médecins et préleveurs agréés. On va voir le déroulement de celui-ci. Bonjour. Tenez, c'est par ici. Merci. Merci, on vous rappellera. Au revoir. Au revoir. Ensuite, on a le prélèvement sanguin. Il permet d'effectuer des recherches rapides, comme la détection de l'EPO. Ce prélèvement est uniquement réalisé par des médecins. Bonjour. Alors... Très bien. Attendez-moi. Pour vous. Très bien. Il existe aussi le prélèvement de la matrice du sportif. Par exemple, le prélèvement capillaire, une nouvelle technique à partir des recherches qui a démontré que les glandes capillaires et les cheveux conservaient sur de très longue durée les traces de produits dopants. Bonjour, c'est pour un prélèvement capillaire. Je vais vous arracher quelques cheveux pour ensuite les analyser. À 3. Oh, ça va aller au labo, je vous enverrai un courrier. Ou encore, des examens médico-cliniques peuvent aussi être effectués. En revanche, chez les chevaux, il est moins simple d'effectuer certaines méthodes de prélèvement. Le prélèvement urinaire est parfois pratiqué par les contrôleurs, mais ce n'est pas forcément évident car les chevaux ne sont pas prévisibles. C'est-à-dire qu'il est difficile de prévoir ou d'inciter à un cheval d'uriner. Le sanguin, quant à lui, est le plus pratiqué. Ça n'est pas plus mal car il permet de détecter plus de produits. Il est la méthode de contrôle la plus fréquente chez les chevaux. Ah d'accord, mais rien de plus pour le prélèvement chez les chevaux. En ce qui concerne les autres prélèvements capillaires ou salivaires, ils ne sont pas pratiqués pour le contrôle antidopage équestre. Jean, Hugo, du coup on peut en conclure qu'il existe de nombreuses méthodes de contrôle antidopage humain, ce qui permet de détecter plus fréquemment les sportifs qui sont dopés. En revanche, pour les chevaux, seuls les prélèvements urinaires et sanguins sont pratiqués. Ensuite, on va voir que les contrôles antidopage sont tout de même très fréquents. Ensuite, on va voir les procédures de prélèvement du contrôle antidopage, c'est-à-dire les moments et déroulements. On va aborder le cas humain. La convocation au contrôle antidopage peut se faire de différentes façons. Le sportif peut être choisi soit par un tirage au sort, soit en fonction des résultats louches effectués en compétition. Pour être au courant, le sportif reçoit une convocation à contresigner. Au moment où il a reçu la convocation, il a 1 heure pour se présenter au poste. S'il ne s'y présente pas ou refuse de montrer son identité, les sanctions disciplinaires et judiciaires seront prises.
Ouais, bah du coup, ça se passe bien là. Ouais, tranquille. Oh, regarde, une convocation au contrôle antidopage. Hugo, savais-tu que t'avais un délai de 1 heure pour y aller? Ah bah on y va tout de suite alors. Le sportif doit se rendre dans un laboratoire pour effectuer différentes analyses. Ensuite, les résultats sont envoyés au département de la AFDL à Châtenay-Malabry ou dans un laboratoire conventionné avec l'Agence mondiale antidopage. Le sportif ne reçoit aucun courrier ou n'a pas de nouvelles, cela voudrait dire qu'il a été contrôlé négatif. En revanche, si le sportif a été contrôlé positif, des sanctions immédiates seront prises. Les contrôles peuvent-ils être effectués hors compétition? Oui Hugo, il est possible qu'un médecin ou préleveur aille dans le lieu d'entraînement des sportifs sans prévenir pour faire des contrôles antidopage. Généralement, ils s'y rendent pendant la semaine entre 2 compétitions. Ouais, Chevaux, comment ça se passe? Tout d'abord, avant le départ, le cheval effectue une visite vétérinaire pour savoir s'il est apte à courir. De plus, à la fin de la course, un nouveau contrôle vétérinaire est effectué afin de s'assurer la bonne santé du cheval et la bonne récupération. Après la course, en général, les 3 premiers chevaux effectuent un contrôle antidopage. S'il y a des doutes sur les performances d'un cheval, il peut être également contrôlé. Les contrôles sont-ils effectués hors compétition chez les chevaux? En effet, les contrôles peuvent être réalisés hors compétition. Ça peut se produire à n'importe quel moment, dans les haras ou dans les camps d'entraînement, ou d'autres. Peuvent être effectués par des membres du service du dopage vétérinaire. Ils contrôlent l'état sanitaire du cheval ainsi que la pharmacie de l'éleveur. Ils peuvent aussi faire des analyses diverses et variées afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de produits administrés à l'animal qui ne soient pas déclarés. Pour finir, si des analyses sont effectuées, ils sont emmenés en laboratoire. Si le laboratoire observe des anomalies, des sanctions seront prises envers le professionnel qui s'occupe du cheval. Ensuite, on se focalisera sur les produits dopants en général. Pour augmenter certaines performances et dépasser ses capacités sportives, l'homme peut avoir recours à des produits dopants. Ceux-ci sont nombreux. On va vous montrer les produits les plus utilisés et les plus courants chez les sportifs. On va commencer par la catégorie des stimulants. Les produits les plus fréquemment utilisés sont la cocaïne, les amphétamines et l'éphédrine. Par exemple, la molécule de cocaïne ici, C17H21NO4. Les personnes consommant ces stimulants les prennent dans le but d'être plus attentifs, de se concentrer plus facilement et d'être moins fatigués. C'est un but thérapeutique pour augmenter la vigilance. Les substances ont pour but d'augmenter l'activité du système nerveux, ce qui développe l'agressivité et engendre une perte de poids. Ils induisent un sentiment d'euphorie et un sentiment d'éveil chez l'individu. Comme on peut le voir dans cette situation. Retournez vos copies, vous avez 1 heure. Arrête de recopier. Pourquoi tu dors? Ces produits ont malheureusement de nombreux effets non désirés. Ils interviennent sur les systèmes cardiovasculaires et neurologiques principalement. Ils peuvent entraîner des troubles psychiatriques, mais ils peuvent aussi entraîner chez l'individu un état de faiblesse qui conduit à l'épuisement et à la mort de celui-ci. Par exemple, la testostérone de formule brute C19H28O2. C'est le nom familier pour les variantes synthétiques de la testostérone, l'hormone sexuelle mâle. Offre la possibilité de développer de la force, de gagner de la puissance et de l'endurance, de récupérer plus rapidement suite à une blessure et augmenter l'agressivité. On peut le voir grossièrement sur cette vidéo. Oui, possible. Mais en revanche, est-ce que ces produits ont des effets indésirables? Les effets indésirables sont les maux de tête, les apnées majeures, les saignements nasaux, les déchirures musculaires, les tendinites, problèmes de foie et même l'évolution d'un cancer ou encore un problème cardiovasculaire. Ce qui peut, à long terme, provoquer la mort du consommateur. Maintenant passer aux bêta-bloquants. Par exemple, le propranolol de formule brute C16H21NO2 et son écriture topologique ici. Ils servent à réguler et à ralentir le rythme de la fréquence cardiaque. Certains sportifs les utilisent pour leur effet positif sur le stress et aussi pour gagner en dextérité puisqu'ils réduisent les tremblements. On peut le voir grossièrement sur cette vidéo. Rien que ça, pas très intéressant comme produit. Y a-t-il des effets néfastes sur la santé? En effet, tu as raison Hugo. Les effets secondaires sont nombreux. Ils peuvent provoquer une fatigue permanente,
des chutes de tension artérielle, des dépressions physiques. D'un point de vue musculaire, ce produit peut provoquer des crampes. En plus, il peut, en cas d'une utilisation habituelle et répétée, engendrer une impuissance sexuelle. Maintenant, nous allons vous présenter les glucocorticostéroïdes. Exemple, la cortisone, formule brute de sa molécule. Ici, C21H28O5. Ce sont des substances dites antifatigue avec un pouvoir anti-inflammatoire et psychostimulant. Un effort impossible à réaliser ou supporter normalement va devenir possible grâce à ces substances. Les effets secondaires sont nombreux. Il y a comme de la fragilité des tendons, des déchirures musculaires ou encore d'infections locales et générales. Une fatigue chronique qui entraîne une chute de performance. Il peut aussi y avoir une défaillance cardiovasculaire pouvant provoquer la mort d'un individu. Ces produits peuvent donner une indépendance physique pour l'individu. On va ensuite observer le cas des narcotiques. Des produits comme l'héroïne, la méthadone, les dérivés de la morphine sont à classer dans les substances narcotiques. Par exemple, la morphine, de formule brute C17H19NO3, d'écriture topologique. Les produits ont pour objectif de diminuer, voire d'annihiler toute sensibilité à la douleur et de créer une sensation euphorisante. Dans un cadre purement médical, les narcotiques sont utilisés pour apaiser les douleurs des patients. Malheureusement, ces produits offrent une très rapide dépendance après leur première utilisation. Ces produits offrent de nombreux effets secondaires comme la baisse de capacité à se concentrer, le manque de coordination des mouvements qui entraîne un problème de motricité, cause aussi de nombreuses nausées, vomissements et possibilités de dépression cardio-respiratoire. On va maintenant parler des cannabinoïdes. Les produits de cette famille sont le cannabis, le hashish, la marijuana. On va voir le cannabidiol, l'un des principaux composants du cannabis. Son écriture topologique est là, et sa formule brute moléculaire est de C21H30O2. Ceci améliore légèrement les performances sportives, mais généralement pas assez pour les sportifs de haut niveau. Des effets sur la gestion du stress, la modification des perceptions, la réduction de la douleur. Il y a des effets secondaires à court terme comme l'hypertension, assèchement buccal, difficultés de concentration et de mémorisation, troubles de la coordination, troubles de la vue et vomissements. Il y a également des effets néfastes à long terme comme la possibilité de cancer, poumons et bronches notamment, bronchite chronique, maladie parodontale. Chez les chevaux, parmi les produits dopants, lesquels sont les plus fréquents? Jean, en ce qui concerne le monde des chevaux, les produits utilisés sont des produits similaires à ceux que prennent les hommes. La majorité de ces produits peut être utilisée chez les chevaux, mais le produit le plus fréquent et le plus recherché par les contrôleurs sont les corticoïdes. J'en avais aucune idée. Mais quel est le but de ces produits sur les chevaux? Tout d'abord, chez l'homme, ils sont généralement utilisés comme un médicament. Les corticoïdes sont des produits à visée anti-inflammatoire. Ce sont des produits dérivés des hormones corticoïdes naturellement fabriqués par la corticosurrénale. Eh bien, c'est le même effet qui est produit chez les chevaux. Dû par son action anti-inflammatoire, l'utilisation de ce produit peut être détournée pour atténuer une douleur et continuer à forcer dessus. C'est-à-dire que si un cheval est blessé à un endroit spécifique, il devrait être au repos pour ne pas se blesser davantage. Mais si des corticoïdes lui sont administrés, il ne sentira plus la douleur et pourra donc participer à sa prochaine compétition. Et cela est-il nuisible pour la santé du cheval? L'utilisation des corticoïdes n'est pas très bonne pour la santé du cheval, car plus il continue l'entraînement et la compétition alors qu'il a une douleur qui lui empêcherait normalement de le faire. Cela dégraderait plus rapidement le muscle ou l'articulation due à cette douleur. Mais j'ai une question. Est-il justifié de dire que c'est le cheval qui utilise ces produits? Évidemment que non, c'est l'homme qui est responsable des faits et gestes du cheval. S'il lui administre des produits illégaux, le cheval ne s'en rendra pas compte. Et s'il y a un problème, par exemple mort jeune ou contrôle positif au contrôle antidopage, c'est l'homme qui sera responsable et non l'animal. Pour finir, les corticoïdes ont-ils, comme la plupart des produits dopants chez l'homme, des effets secondaires? Bien sûr, les corticoïdes ont des effets secondaires. Par exemple, l'amincissement de la peau responsable des vergetures. Mais aussi la fragilisation des os, donc la diminution de la rame protéique de l'os qui entraîne l'élimination du calcium libre dans les urines et va avoir pour conséquence des ostéoporoses, des tassements vertébraux ou encore des fractures. Il peut aussi y avoir des fontes musculaires, des rétentions d'eau à l'origine d'œdèmes ou encore des augmentations de la glycémie. Voir si la prise de produits dopants peut se faire régulièrement ou ponctuellement. Les produits dopants peuvent être pris pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment, que ce soit chez l'homme
ou le cheval. On va parler de prise ponctuelle si un individu va prendre un produit une fois à une compétition et n'en prendra plus à la suite, pendant une période indéterminée. Or, une prise régulière s'effectue lorsque le consommateur a un traitement précis qui s'effectue à long terme ou lorsque le produit en lui-même est conseillé d'être pris régulièrement pour éviter des effets secondaires néfastes pour la santé. On va se demander à partir de quel âge on peut se doper. Les produits dopants chez les chevaux comme chez l'homme peuvent se prendre à tout âge. Prendre comme exemple Petra Schneider qui, à l'âge de 14 ans, dans le cadre de son apprentissage sportif, a utilisé des hormones de croissance. Le but de ce produit est de développer la masse musculaire, donc être plus grand et plus fort, comme celui-ci. Les produits dopants ont aussi des effets secondaires. Prendre des produits dopants durant les périodes de croissance peuvent avoir un effet qui ne sera pas forcément bon pour l'avenir. Plus une substance dopante sera prise jeune, plus la santé de l'individu ou le cheval qui la consomme aura une santé dégradée. Il met donc sa vie en jeu. Maintenant, on va voir si l'homme ou les chevaux ont besoin d'une alimentation spécifique. Y a-t-il des aliments pour garder en forme le sportif ou l'animal? Et existe-t-il des aliments considérés comme interdits? Non, aucun aliment n'est considéré comme dangereux ou bon pour la vie du sportif ou de l'animal. Il faut se nourrir sainement, comme à l'habitude un sportif ou un cheval qui ne prend pas de produits dopants. D'ailleurs, un vétérinaire rencontré devant notre TPE, qui vient de cette clinique, nous a dit que les chevaux n'avaient aucune nourriture spécifique à un produit dopant donné. Pour finir, nous allons voir les différentes formes de produits. Pour les hommes et les chevaux, les produits dopants sont présents sous différentes formes. Ils peuvent être sous forme de poudre diluée dans un liquide, sniffer par exemple la cocaïne, sous forme compacte de comprimés, ou encore de gélules à ingurgiter avec un liquide. Mais ils peuvent aussi être imprégnés en seringue ou perfusion par une intramusculaire ou intraveineuse. Et ensuite, l'organisme va se charger du produit, soit le dissimuler dans tout l'organisme, soit dans un endroit précis. On peut donc conclure que la prise, l'âge, l'alimentation ou la forme du produit dopant sont quasi semblables chez l'homme ou chez le cheval. Les gars, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette étude? On a vu que les méthodes de dopage étaient quasi similaires, que ce soit chez l'homme ou le cheval. On peut remarquer que chez l'homme, il existe différents produits qui sont utilisés selon les besoins d'un individu. Aussi, les produits dopants utilisés ne sont pas les mêmes. Pour les chevaux, une seule catégorie est utilisée, c'est la visée anti-inflammatoire. Pour le contrôle antidopage, beaucoup de méthodes sont utilisées chez les hommes, contrairement aux chevaux, où seul le prélèvement sanguin et urinaire est utilisé. En revanche, les contrôles chez les chevaux sont plus fréquents que chez les hommes.